Troisième séquence de cet après-midi, on revient peut-être sur les espaces de coworking qui ont été un peu déjà esquissés dans le fil rouge de l'après-midi dès la première intervention sur les nouveaux lieux et les tiers-lieux. Cette fois, on est dans une petite ville de demain, la petite ville de l'Espar-Médoc en Gironde, 5700 habitants, et on va parler d'un projet qui s'appelle la Cocotte Minute. Et qui donc ça a trouvé sa place dans cette petite ville. Et vous allez nous expliquer, Marie-Laure Leglu et Lucie Karkov, coprésidente des tiers-lieux du Pays du Médoc et de la chef de projet Petite Ville de demain de l'Espar, comment ce projet est né, qu'est-ce qu'il est aujourd'hui, puisqu'encore une fois on est sur des réalisations achevées et éprouvées, et qu'est-ce qu'il a créé comme animation territoriale et comme éventuellement suite possible, imaginée aujourd'hui. C'est à vous. Donc, bonjour, je suis Lucie Karkov, la chef de projet Petite Ville de demain pour la communauté de communes Médoc-Cœur de Presqu'île, à l'échelle de laquelle 2 communes ont été labellisées, la commune de Pauillac et la commune de l'Espar-Médoc, de laquelle on va parler maintenant. Donc, la commune de l'Espar-Médoc se situe en région Nouvelle-Aquitaine, dans le nord du département de la Gironde. On est situé au cœur du parc naturel régional du Médoc, à la jonction des différents Médocs. Le Médoc littoral, le Médoc forestier, le Médoc des marais, le Médoc estuaire et le Médoc viticole. On est sur une superficie pour la commune de 37 km² et une population en 2018 de 5804 habitants, ce qui représente 19,21% de la population intercommunale. On accueille l'une des 5 sous-préfectures du département, de nombreux équipements et services, un parcours scolaire complet, l'unique clinique de toute la presqu'île. Et Monsieur le maire a d'ailleurs pour habitude de signaler qu'on parle de ville-service, puisqu'on constitue la centralité principale de toute la presqu'île médocaine. Si tu peux avancer. Merci. Donc, la commune de l'Espar est caractérisée par la prégnance d'un environnement naturel varié et également par un patrimoine bâti riche, fruit d'une longue histoire avec un vestige du Moyen-Âge avec la Tour de l'Honneur. Cette commune rurale présente l'atout de se définir à la fois comme une ville et comme un village. Entre une activité économique triptyque liée viticulture, sylviculture et tourisme, une large prédominance de la voiture, l'éloignement de la métropole bordelaise, puisqu'on est à 1 heure à peu près en voiture et 1h20 en train de Bordeaux, la faiblesse des modes de transport alternatifs, un parc d'habitat social de fait dans le parc ancien, un taux de pauvreté de l'ordre de 21%, un taux de chômage qui avoisine les 23%, et un pourcentage important de la population de plus de 15 ans qui n'a aucun diplôme, on est sur 35%. La population l'esparraine est donc modeste et relativement captive du territoire. La structure urbaine de l'Espar, rapidement, est multipolaire, d'une part à travers la multiplicité des hameaux qui la composent, et d'autre part à travers les pôles de vie qui sont identifiés et surtout différenciés. Cette commune, elle présente un paradoxe, elle est traversée par l'axe qui dessert Bordeaux à la Pointe de Grave dans le sens nord-sud. Donc elle est traversée par cet axe, mais le centre-ville ne bénéficie pas d'un effet vitrine et du coup est de fait contourné. Ce centre-ville se caractérise comme beaucoup de centres-villes ruraux autour de plusieurs places et de plusieurs axes, dont la rue Jean-Jacques Rousseau, qui est matérialisée ici en rouge, jaune et vert. Cette rue, dans les années 50-60, il y a un relevé des commerces qui avait recensé une 60aine de commerces et de services. Aujourd'hui, cette rue est le réceptacle d'une vacance commerciale importante, puisqu'entre les 2 places qui jouxtent cette rue, on est sur 32 cellules commerçantes vacantes. C'est pourtant dans cette rue, au numéro 19, que le premier tiers-lieu médocain, la Cocotte Minute, a vu le jour en 2015 sous l'impulsion d'un collectif de 4 personnes dans les locaux d'une ancienne charcuterie. Vous voyez la façade avant travaux derrière moi. Si la collectivité, elle n'a pas été moteur dans la genèse de ce tiers-lieu, Monsieur le maire a coutume de dire qu'il était même sceptique quand il a vu l'arrivée des cocottes, c'est leur petit surnom.
La collectivité s'est immédiatement emparée et a compris la nécessité de l'outil et s'est positionnée principalement comme facilitateur et comme acteur dans les actions que ce tiers-lieu peut mener. Donc, je vais ici céder la parole à Marie-Laure Leglu, qui est l'une des cofondatrices de ce projet, dont le concept a largement essaimé. Elle va vous le démontrer à travers tout notre beau Médoc. Merci. Effectivement, j'ai participé à la création de la Cocotte Minute qui a ouvert en 2015, en avril 2015. Après, comme on était 3-4 femmes, on a mis 9 mois à l'ouvrir, parce qu'on aime bien quand même cette notion de sororité. À la base, c'est un projet, on travaillait tout en collectif informel dans une agence de communication. On était un peu à l'étroit et on a voulu effectivement s'orienter vers un modèle de tiers-lieu. Donc on a d'abord investi dans un bâtiment qu'on a racheté, celui qui vous a été montré. Et en fait, après, on a créé une association pour animer le lieu. On a répondu à un appel à projet de la région Aquitaine qui nous a permis d'amorcer le projet et de financer un peu à l'intérieur. Alors là, on revient vraiment à des dimensions beaucoup plus modestes, parce que nous, on fait 100 mètres carrés, donc c'est tout petit. On a une courette quand même. Alors, on était tellement contente de notre coup avant-après, de la cocotte avant travaux et après travaux, qu'on a oublié de vous mettre la photo après travaux. Mais c'est super joli, on vous le promet. Vous voyez en tout cas l'intérieur. Donc le projet au départ, vous avez eu la présentation de ce qu'est un tiers-lieu au début, donc j'en vais passer un peu plus rapidement. En tout cas, c'est vraiment une notion d'hybridation, d'essayer de croiser effectivement des dynamiques. Des dynamiques. On était au départ donc une communauté à peu près de 21 personnes. Il y avait 7 photographes. Donc on a organisé le lieu avec les architectes dans le travail, dans la conception des agencements autour d'un espace, un open space, une petite salle de réunion, toute très modeste. Et derrière ce que vous voyez en verrière au fond, il y a un studio photo. Depuis, les photographes étant quand même très indépendants, très autonomes, beaucoup sur le terrain, ils sont progressivement partis de l'espace de coworking et on a utilisé cet espace pour un espace plus convivial. Malgré tout, on a organisé pas mal d'expositions et on continue à organiser des expositions. Dans la photo que vous avez, il y a des cadres, il y a aussi en haut une expo qu'on avait fait sur la COP 21 avec 21 photographes, 21 photos qui sortaient de leur carton. Il n'y avait pas de production nouvelle parce que les tiers-lieux sont aussi avant tout quand même des lieux de transition écologique. L'idée, en tout cas l'appel à projet aussi de la région, c'était que chaque Aquitain puisse disposer d'un espace de travail partagé à moins de 20 minutes de chez lui. Il y avait des boutiques éphémères, il y avait des ateliers de concertation divers et variés, organisés en propre ou organisés par des personnes extérieures, que ce soit des collectivités publiques ou autres. C'est vraiment de rester sur sa dynamique de croisement. Quand on est arrivé, la CDC et la CCI, la Chambre de commerce et d'industrie, étaient plutôt nous regarder un petit peu comme des drôles d'hurluberlus en nous demandant qu'est-ce qu'on allait leur piquer comme activité. Que justement, on allait faire ce qu'ils font déjà. Et finalement, ils ont fini par comprendre qu'on y arriverait plus ensemble à faire venir de nouvelles activités et à stabiliser des activités dans le territoire. La notion de croisement d'activités, on la retrouve aussi à travers cette communauté qui est représentée autour de la table ici, dans la relation avec les voisins, dans des tables rondes. Quand on a fait l'inauguration du lieu, on s'est dit on va pas juste faire des flonflons. On a organisé une table ronde sur l'économie sociale et solidaire. Dans cette petite ville du Médoc, coincée entre la vigne et le surf, pour la faire simple, on s'est dit que c'était peut-être un petit peu risqué. Et en fait, il y a eu à peu près entre 50 et 70 participants, parce qu'on l'a fait dans la rue, en fermant la rue, et on était très, très, très étonnés. Mais en tout cas, ça révélait qu'il y avait un vrai besoin qu'il fallait remplir et auquel on pouvait peut-être répondre. On accueille aussi des associations, pas simplement des indépendants, des télétravailleurs ou autres. Il y a aussi des associations qui viennent et qui peuvent organiser, comme ici sur le slide, des ateliers d'art pour sensibiliser à l'environnement. Donc il y a vraiment toute forme d'activité. Et là, ça c'était un petit peu pour vous parler aussi en fait de cette rue Jean-Jacques Rousseau dans laquelle on a choisi nous de s'investir alors qu'on n'habite pas et on ne vit pas
à l'Espar. On vit toutes et tous aux alentours. Maintenant, il y en a quelques-uns qui vivent dans l'Espar, mais qui, sous l'impulsion de la Cocotte Minute, sont venus s'installer dans l'Espar, alors qu'ils habitaient dans d'autres villages aux alentours. Donc ça a généré aussi une dynamique, parce qu'ils ont redécouvert cette petite ville, qui est vraiment la petite ville type française. Et du coup, ils sont venus s'installer parce que y a le cinéma, il y a la polyclinique, il y a les écoles, il y a un peu de tout. Donc, en tant que jeunes parents, ils se sont dit, c'est pas mal, on peut tout faire à pied. On est à 20 minutes de la mer, il y a une gare pour aller à Bordeaux, etc. Donc, voilà, il y en a plusieurs qui sont venus s'installer. Et cette photo, c'était vraiment pour illustrer qu'on pouvait faire tiers-lieu dans la rue. Qu'un tiers-lieu, c'est d'abord une communauté, c'est pas juste un bâtiment. Et la particularité de cette rue, c'est que, comme l'a dit Lucie, elle est quand même assez... elle est mal en point. Elle est mal en point au niveau de la population aussi, qui n'a pas forcément choisi de vivre dans cette rue. Et il y a la population de jour et il y a la population de nuit. La population de jour qui travaille, qui ose sortir, et la population de nuit qui ne travaille pas et qui sort plutôt le soir quand tout se ferme, quand le reste de l'activité auquel ils pensent qu'ils ne peuvent pas prétendre se ferme. Et ces gens-là, on les croise quand on propose des concerts dans la rue. Donc pour nous, ça a du sens de faire nos activités dans cet endroit-là. Et ce que ça a permis, c'est que ça a permis de dire qu'il était possible de s'emparer nous-mêmes de nos propres avenirs, de nos propres activités, de les générer. Et du coup, on a continué à faire tiers-lieu dans la rue, puisqu'on a accueilli d'autres projets qui finalement se sont installés dans la même rue, où il y avait quand même pas mal de locaux vacants, il y avait l'embarras du choix, qui ont subi les uns les autres aussi les affres de la période de crise sanitaire. Donc certains ont fermé, certains ont bougé, sont passés dans plusieurs endroits de la rue, mais on reste toujours dans la rue, c'est jamais trop loin, parce qu'aussi il y a une boulangerie, il y a aussi tous les services de proximité quand on travaille et qu'on veut aller s'acheter un sandwich ou manger, etc. Et qu'on peut travailler avec d'autres personnes. Est-ce qu'on peut lancer... on a une petite vidéo, enfin deux, mais on va faire qu'une seule, parce que pour pas faire trop long, celle où il y a la jeune fille, enfin la jeune femme. Ça, c'est vraiment pour vous donner l'idée que ce qui s'est passé dans la rue Jean-Jacques Rousseau, c'est quelque chose qu'on a pu... l'autre, pas Gilles, mais celle sans la barbe, quoi, en fait. Qu'on a pu faire un peu essaimer dans le territoire. Bon, ils vont vous expliquer comment, du coup. Si ça marche. Et là, si ça marche ou si ça marche pas. Bon, c'est pas grave, on continue. On continue. Vous irez voir en ligne la photo de la Cocotte Minute. Du coup, slide suivant. Donc, la Cocotte Minute, quand elle est née, elle a travaillé avec la région Aquitaine, avec les agents du syndicat mixte du pays Médoc à l'époque, qui était en train de construire le futur parc naturel régional du Médoc. Et il y avait une étude de la Fédération nationale des parcs naturels qui était sortie, qui témoignait de l'utilité des tiers-lieux et de la fréquence des tiers-lieux dans les parcs naturels. Donc on s'est rapproché assez naturellement et on a travaillé sur l'idée d'identifier des projets, quel type de projet il y avait dans le territoire médocain. Et on a fait, comme on est un territoire de vin, on a fait des vendanges. Donc on a fait des vendanges de projets en 2017. Là encore, on était extrêmement surpris parce qu'il y a eu entre 70 et 100 personnes toute la journée, ce qui pour notre petit territoire est quand même assez considérable. Et il y a 21 projets qui se sont positionnés sur cette carte du territoire. Aujourd'hui, on est à 16 tiers-lieux ouverts. Donc, ce qui est plutôt une dynamique assez forte et qui, là encore, témoigne qu'il y avait un vrai besoin. Et on a participé en fait à la construction de la politique du parc naturel en co-rédigeant avec eux la charte, l'action qu'il y a sur le maillage des tiers-lieux dans le territoire autour d'un double besoin. Le premier besoin qu'on a identifié, enfin 3 besoins, pardon, c'est de travailler en proximité de chez soi, de sortir de la schizophrénie, si on peut dire, de travailler dans un endroit, 1h30 plus tard d'être dans un autre endroit, et de plus savoir où on habite et où on vit, mais d'être vraiment dans cette dynamique-là, de se rapprocher de son lieu de vie, d'apprendre dans son territoire, parce qu'on subit la pression de l'agglomération bordelaise, parfois dans un rapport d'humiliation, ressenti en tout cas comme une humiliation parfois,
Et quand on veut se former, si on suit les plans régionaux de formation de la région, etc., on peut se former dans la vigne, on peut se former pour travailler en tant qu'aide-soignante, on peut se former pour travailler, être assistante d'un médecin, enfin de secrétariat, on peut se former à des choses qui sont très précises. Mais si on veut se former à autre chose, il faut qu'on aille à Bordeaux ou ailleurs. Or, on s'est dit, on a quand même des compétences dans les tiers-lieux. Et on avait, par exemple, ce qui nous a fait un peu tilter, c'est que l'animateur de la communauté de Lightroom, qui est un logiciel de traitement photo d'Adobe, il est chez nous. C'est la communauté nationale et il est là. Donc, on s'est dit, s'il y a des gens comme ça, c'est qu'on a vraiment beaucoup de... On doit avoir des talents aussi. Donc, après, on a fait des vendanges de compétences. Donc, on a identifié pas mal de compétences dans les tiers-lieux. Et on s'est dit comment on peut se former entre nous, par le pair à pair, en développant ces systèmes de formation dans le lieu. Et le dernier axe, c'était sur l'incubation, parce que même problème, même cause, mêmes effets. Si vous voulez créer votre activité dans un territoire comme le Médoc, coincé entre l'estuaire de la Gironde et l'océan, vous allez à Bordeaux. Parce qu'il y a des incubateurs qui sont financés pour venir dans le territoire. Mais à bout d'un moment, ils trouvent que c'est un peu loin de Bordeaux. Parce que c'est connu que ça marche que dans un sens la distance. Donc, nous, on va à Bordeaux. Donc, on s'est dit, on a des pairs sur lesquels on peut s'appuyer pour aussi se former entre nous. Et donc, on a développé une annexe. On a développé ce réseau et on a développé une annexe de la Cocotte Minute, dans la même rue, tant qu'à faire, qui s'appelle le Poulailler. Et l'idée, c'est vraiment de créer l'incubateur dans ce lieu, l'incubateur d'économie sociale et solidaire, et de pouvoir proposer des formations qui vont pouvoir tourner dans le territoire, dans les différents tiers-lieux, mais aussi qui vont être proposées directement. Je ne sais pas où t'emmener. Ouais. Bon, sur la slide précédente, il y avait déjà 2 photos qui montrent en haut... un projet de Fab Lab qui doit se monter à Ourtin, c'est à peu près à 15 km, 20 km de l'Espar, et ils n'ont pas de lieu. Donc du coup, on les héberge, on les accompagne en incubation, et on les incube en résidence dans le poulailler. Donc ça leur permet déjà de vivre, de tester et de mettre en pratique tout leur programme, et finalement de recruter aussi une nouvelle communauté. Par exemple, l'homme à la casquette et les écouteurs, enfin le protège-bruit sur les oreilles, c'est quelqu'un qui est arrivé à l'Espar il y a 1 an à peu près, qui est arrivé du Nord-Pas-de-Calais, qui est maquettiste pour des projets architecturaux ou urbanistiques. Un peu un maquettiste ou un génie tout simplement. Et du coup, il participe au projet de Lavo, puisque lui-même, il a pas mal de machines, et travailler en indépendance, c'est ce qu'il voulait, mais pas forcément tout seul. Donc il vient, il installe ses machines, tout le monde partage les machines. Maintenant, il va nous faire les maquettes de tous les tiers-lieux, et en même temps faire des ateliers pour apprendre aux gens à faire des maquettes, donc montrer ce qu'est le métier de maquettiste et toutes les résonances que ça peut avoir aussi en termes d'activité, de possibilité de créer sa propre activité. En dessous, c'est une photo de la résidence avec d'autres personnes qu'on fait venir en fait des différents tiers-lieux pour nourrir un peu la démarche d'incubation, voire de l'extérieur du Médoc. Sur le slide suivant, en fait, c'est pour vous montrer aussi les différentes... pourquoi on a créé ce poulailler, parce qu'il y avait différents besoins qui émergeaient de cette dynamique dans cette petite ville. Jeanne, qui maintenant fait de la vannerie, elle est arrivée en fait dans le Médoc aussi un peu par hasard, et elle travaillait dans une start-up parisienne. Là aussi, 3 semaines chez elle, 1 semaine à Paris, 3 semaines chez elle, fatigant, enfin un peu perdu. Et le sens de ce travail qu'elle avait dans cette start-up, elle l'a perdu. Donc, en vivant à la Cocotte et en partageant autour de son manque, elle a trouvé un nouveau projet d'activité. La vannerie. Et c'est pas un hasard, c'est parce que la vannerie, c'est aussi, on est dans une terre d'eau, c'est une activité traditionnelle du Médoc, qu'il n'y a plus beaucoup, et elle a passé son CAP, et maintenant elle a ouvert son atelier. Elle attendait qu'on ouvre ce lieu du poulailler pour pouvoir faire cette activité ici. Et depuis, tous les jours, elle a des demandes pour des ateliers, mais aussi elle développe, alors que si elle n'avait pas été dans cette rue, elle va faire des paniers pour le boulanger, des paniers sur mesure, elle va faire des paniers pour les hôtels du coin, etc., etc. Donc chacun vient avec son petit projet qui va répondre à son besoin précis et pas à une panière qu'ils vont pouvoir acheter ailleurs. De la même manière, le Fab Lab,
le pâtissier de la rue qui a besoin de faire des pochoirs pour les gâteaux, etc. Avant, il les achetait ailleurs. Maintenant, il vient les fabriquer. Il apprend à les fabriquer lui-même au Fab Lab pour faire ses pochoirs sur mesure en fonction des besoins qu'il a. Un autre projet un peu emblématique, c'est un tiers-lieu poterie. Dans le Médoc, autrefois, il y avait 35 poteries. Il n'en reste plus qu'une seule. C'est un lieu qui fait à peu près 1700 mètres carrés. Qui va devenir un tiers-lieu, qui est déjà un tiers-lieu, et on espère qu'il va être aussi lauréat de la NCT. Nous, le poulailler, on a pu le monter grâce à un prix, à la fabrique de territoire de la NCT. Et ça, c'est vraiment aussi, voilà, c'est des activités emblématiques qui servent à la fois à revaloriser des lieux, parce que cette usine, c'est la dernière poterie, qui servent à revaloriser des savoirs, qui servent à redynamiser, à redonner, à permettre aux gens de créer leur activité dans le territoire. La difficulté étant de les pérenniser. Et pour les pérenniser, il faut aussi qu'il y ait toutes les aménités autour et que les gens puissent avoir envie d'y vivre et puissent continuer à y vivre. D'où un petit peu ces animations qu'on fait autour de, par exemple, After School, etc. Là, il y avait un atelier manga qui a été fait. Il a fallu créer plusieurs sessions parce qu'il y avait tellement de monde. Voilà, c'est aussi toute cette dynamique de vie autour qui permet de maintenir l'activité économique dans le territoire et dans cette petite ville. Les projets de formation, voilà, c'est très varié. On a aussi monté une formation de formateurs parce que le pair à pair, ça suffit pas. Il faut aussi qu'on puisse savoir quel savoir et comment transmettre ce savoir. Il y a des formations certifiantes de type premier secours récemment. Et dans la logique de générer aussi de l'activité, on lance un programme sur la donnée publique locale et territoriale ouverte, libre et ouverte. Et on travaille sur 2 sujets, en essayant d'embarquer les collectivités territoriales aussi pour les faire monter en compétence sur ce sujet-là, dans une espèce de dynamique un peu circulaire et d'économie circulaire autour de la donnée, sur les salles qui sont les salles de spectacle, les salles de culture et les salles de formation qu'il y a dans le territoire, parce que le Médoc n'est pas une entité administrative, à part un parc, mais il n'y a pas de données administrativement parlant qui soient spécifiques sur le Médoc. Il faut regrouper plusieurs bases de données. Donc on va essayer de fabriquer nos propres données pour nos bassins de vie et nos bassins d'activité. Et en essayant aussi d'accompagner à la formation et de transmettre ces compétences. Donc on est vraiment sur des logiques d'encapacitation ou d'empowerment à travers ces différents sujets. Il y a des formations numériques dans tous les tiers-lieux. Il y a des formations il y a une petite librairie associative dans le poulailler maintenant où, à travers du théâtre, voilà, il y aura des formations pour des entrepreneurs autour de la prise de parole. Il y a de la formation à la permaculture dans un autre petit village qui est aussi autour de l'Espar et où notamment on va s'appuyer sur eux pour peut-être ça fait partie des projets là d'après l'été, où on va essayer de créer un jardin partagé à l'intérieur de la ville, en face du local que vont bientôt occuper les nouveaux locaux pour les Restos du Cœur. Donc essayer de monter aussi, voilà, de parler aussi de ce que c'est que se nourrir soi-même. Et voilà. Et là, on a des formations autour des cuisines aux plantes sauvages, etc. Alors vous apercevez vaguement sur la photo complètement en bas le Cube, qui est un tiers-lieu qui est sur la dune, en fait. Donc il y a beaucoup de monde qui le fréquente, celui-ci, qui était un lieu emblématique de cette station balnéaire qui a été construit dans les années 50, qui a été syndicat d'initiative, qui a été club de surf, qui a été club de char à voile, qui a été plein de choses. Et il y a eu un projet, on a porté une conversion en tiers-lieu qui maintenant existe depuis 2 ans et qui a été entièrement refait. Voilà, donc toute cette dynamique, l'Esparène, en fait, elle a fait des petits, elle dure depuis 7 ans maintenant. Et elle s'organise vraiment autour de cette notion du travailler, créer et se former autrement dans les tiers-lieux et dans son territoire. Voilà, merci. Merci beaucoup. Bravo.
Alors, quelques questions. Alors, il faut qu'on fasse relativement vite si on veut tenir notre timing. Mais la première, c'est le modèle économique. En fait, on ne comprend pas forcément bien comment il fonctionne, ces tiers-lieux. Est-ce qu'ils ont des salariés, des permanents? Est-ce que tout le monde est bénévole? Au-delà de l'investissement initial qui peut être soutenu par la NCT ou d'autres dispositifs, y compris régionaux, comment, au-delà de 3 ans, par exemple, ils arrivent à continuer à fonctionner? Est-ce que c'est de la location de salles? Je pense qu'il y a une première question autour de ça. Et puis, et finalement, comment est-ce que vous faites communauté en tant que tiers-lieu? Est-ce que vous avez une gouvernance particulière avec les 16, ou je crois que c'est 16 espaces que vous avez répertoriés, qui fait que vous avez une forme de représentation auprès des pouvoirs publics, peut-être auprès des différentes collectivités concernées, et cette relation finalement avec la ville d'accueil, comment elle se concrétise? Alors, sur le modèle économique, effectivement, on est sur un modèle associatif. La plupart sont sur un modèle associatif, mais pas que. Il y en a un à Verteuil qui est une entreprise. Le modèle économique, il est basé sur la location. Enfin, on ne dit pas location, puisque c'est de la redevance, en fait, sur l'occupation des bureaux, des espaces partagés, que ce soit donc un bureau ou d'un atelier, comme Jeanne et sa vannerie, et le Fab Lab. Donc, on est arrivé à l'équilibre sur la cocotte minute au bout de 2 ans, à peu près. Il y a beaucoup de nomades, ça tourne pas mal, mais on n'a pas des gros frais, on n'a pas des grosses charges, donc ça c'est important. Et les aides publiques nous aident surtout à l'amorçage, en fait. Vraiment à l'amorçage. Au niveau de la gouvernance, on est aussi sur des modèles associatifs, y compris au niveau du réseau. L'idée, c'est de faire avec, d'expérimenter et d'avancer en expérimentant. Et donc, dans le réseau, par exemple, on a créé une organisation un peu en collège, avec le collège des utilisateurs, le collège des gestionnaires de lieux et le collège des partenaires qui sont engagés dans les mêmes dynamiques que nous, ou des dynamiques proches. Et ils siègent aussi au sein du CA. Donc le parc naturel siège au sein du CA. On travaille beaucoup avec la coopérative régionale des tiers-lieux. On a contribué, on a participé à la création de la coopérative régionale en son temps. Donc la coopérative siège aussi au sein de cette gouvernance. Et on essaye de travailler vraiment, d'avancer ensemble et de faire des retours d'expérimentation pour justement que ça puisse bénéficier aux autres. Et la troisième question. Oui, votre relation avec les collectivités locales. Finalement, est-ce que ça crée des effets, des impacts territoriaux? C'est un sujet que Raphaël Besson connaît bien, qu'il a pas mal observé. Finalement, comment est-ce qu'on peut mesurer que ça a attrapé, pas forcément au départ, mais progressivement par les pouvoirs publics locaux, et puis donc ça crée une dynamique particulière? Alors, Lucie a parlé du maire de l'Espar. Comme on avait cette subvention de la région pour amorcer, on est allé le voir, on le connaît, on est allé le voir, et on s'est dit on va le voir pour présenter le projet, mais sans rien lui demander. Et bon, déjà, c'était pas très habituel qu'on ne lui demande rien. Et comme il dit, il n'aurait pas parié 10 balles sur notre projet. Et pour autant, 2 mois plus tard, il y avait le premier grand ramdam de la coopérative régionale d'Aquitaine qui se passait à Bordeaux, et on l'a vu débarquer. Donc le discours qu'on avait tenu, il l'avait un peu accroché, il est venu de lui-même sans nous prévenir. Et depuis, il nous soutient, et chaque fois qu'on a besoin de quelque chose, il est présent. Mais c'est plus de l'accompagnement ou de la facilitation, effectivement. Après, on co-construit vraiment avec le parc naturel régional. On fait de l'accompagnement à l'émergence de nouveaux tiers-lieux dans le territoire, et souvent on y va en binôme. Moi, je fais faire de l'accompagnement, et j'y vais avec une personne du parc. Pour avoir un témoignage un peu plus direct aussi, c'est vrai on est parfois dans notre monde. On est allé à une réunion publique où il y avait beaucoup de tiers-lieux, etc. Et on a participé à un atelier sur justement comment travailler avec les collectivités territoriales. Et on est arrivé à 2, comme on vient là, en binôme. Et on n'a pas compris le discours qui se tenait, parce qu'il y avait beaucoup d'animosité, beaucoup de rancœur, parce que justement, il n'y avait pas du tout ce lien qui était construit, alors que nous, on a fait ça ensemble depuis le début. Donc, on est un peu tombé de notre chaise, mais voilà, c'est possible, et c'est ce qui nous permet de durer. On pense vraiment que c'est ce qui nous permet de durer, de faire avec. Je crois qu'on a quelques questions sur le chat. J'en rajoute une, mais après, je donnerai la parole à Marguerite. En termes, y compris d'aménagement urbain, parce que vous êtes beaucoup dans la rue, on l'a vu, dans l'espace public, et donc là aussi, la collectivité peut apporter quelque chose, éventuellement des aménagements, ou d'autres investissements de son côté qui pourraient être jumelés avec ceux des différents tiers-lieux que vous nous aviez présentés. On va quand même prendre les autres questions avant de vous laisser. C'était la même question. Parfait, allez-y.
Donc sur les aménagements, effectivement, on est en train de réfléchir dans le cadre de Petites Villes de demain à repenser l'espace public, revenir à une piétonisation. Tout à l'heure, on échangeait en venant. Cette rue a eu des époques où elle a été piétonne ou semi-piétonne. On est en train de réfléchir à la repiétoniser ou de manière partielle, éventuellement changer le sens de circulation. Voilà, ce sont des choses qui sont en état de réflexion. On est en train de constituer, dans le cadre de la stratégie PVD, des ateliers de co-construction avec les élus, les partenaires locaux, les acteurs locaux pour réfléchir à la meilleure façon d'aménager l'espace public autour de cette rue et des éléments structurants de cette rue. Merci. On n'a pas d'autres questions dans la salle, je crois. Bah, écoutez, c'est parfait. Encore un grand merci pour ces présentations. Ça donne envie d'aller passer quelques jours dans le Médoc, en tout cas.